Merci à tous de nous avoir rejoints ce soir, ce matin pour le William qui est depuis la France. Et puis voilà, vous êtes un peu tous répartis partout en Australie. Bienvenue dans ce webinaire. Donc, comment l'immobilier locatif peut financer vos projets de vie. Alors, vous le saviez peut-être pas, mais en 2024, on était quasiment 24 000 Français recensés ici en Australie. Et on dit que c'est probablement moins que ce que l'on est actuellement. Donc il y a du monde, il y a beaucoup d'expatriés ici en Australie et je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que on sera sûrement d'autant plus d'ici quelques années parce que l'expatriation attire et en particulier en Asie et en Australie où il fait bon vivre. Euh, il fait effectivement bon vivre ici, mais je pense que on n'oublie pas nos origines et là où on est né. Et en tout cas, l'investissement et l'envie d'investir en France ne nous quitte pas. Donc, c'est un projet que beaucoup d'expatriés ont, mais qui parfois fait face à quelques difficultés de décalage horaire, de logistique, de gestion de travaux, etc., etc. Et c'est pour ça que William Desmoustiers, qui est aujourd'hui avec nous, a fondé Expatimo, une entreprise qui vous accompagne dans vos projets d'investissement en France depuis l'étranger, avec des projets 100% clés en main. On a donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir William Desmoustiers et Isabelle Menino, qui font partie donc de Expatimo. Je souhaiterais aussi les remercier pour leur soutien en tant que sponsor de cet événement, de ce webinaire, mais également de leur temps aujourd'hui. Isabelle, William, je vais vous laisser la main. Je voulais juste rappeler aux personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui que vous avez donc donné la possibilité de partager vos contacts avec les participants et donc avec Isabelle et William à l'issue de ce webinaire. Si vous ne souhaitez pas les partager, vous pouvez complètement me le faire savoir dans le chat ou bien simplement m'envoyer un email après. Voilà. Isabelle, William, je vous laisse la main et bon webinaire à tous. Merci beaucoup Inès. Bonjour à tous. William de Moustier. Je suis donc le fondateur d'Expatimo. J'ai été expatrié pendant 12 années et donc j'ai investi dans l'immobilier à titre personnel depuis quasiment la même période et c'est à ce titre que j'ai fondé depuis Singapour en 2020 Expatimo pour aider à la base mes amis de Singapour à investir dans l'immobilier locatif en France et suivre un petit peu le parcours d'investisseur que j'avais créé. Et depuis, c'est devenu Expatimo, une société d'une quinzaine de personnes, et je me suis relocalisé cet été en France. Donc c'est aussi un message fort de se dire qu'on sera rarement enterré dans notre pays d'accueil, c'est souvent ce que je dis, et qu'on aura toujours un retour en France un jour ou l'autre, même si parfois on peut être un peu en friction avec la France et ses institutions, ce que je peux totalement comprendre. Mais voilà, ce parcours inverse existe, donc il faut pouvoir également l'anticiper. Donc voilà, bon webinaire à tous. Je laisse la parole à Isabelle qui va se présenter. Bonjour à tous, donc moi Isabelle, j'ai rejoint l'équipe d'Expatimo il y a maintenant quelques mois et je suis basée en Thaïlande depuis quelques jours en Thaïlande pour accompagner au mieux nos clients expatriés en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. Je serai votre interlocutrice pour vos projets. De mon côté, j'ai une expérience dans l'immobilier depuis un peu plus de 20 ans, que ce soit dans l'ancien, dans le neuf, en France. J'ai voilà, beaucoup d'expertise et du coup, j'aurai le plaisir à vous conseiller au mieux dans le cadre de vos projets personnels. Oui. Ouais, pardon, j'étais en train de regarder pour le chat pour m'assurer que tout le monde puisse bien poser ses questions dans le chat, si c'est bien le cas, Inès. Oui, oui, c'est bien le cas. Super, merci. Donc, Alors, ça c'est pour nous. Voilà, Et voilà. c'était nos têtes. Ce webinaire, on vous propose en fait d'aborder quelques sujets pour vous faire part en fait du marché et puis des solutions qu'on vous propose. Dans un premier temps, on va voir comment vous, en tant qu'expatrié, vous avez de belles opportunités pour investir de par votre statut et aussi par une convention fiscale entre la France et l'Australie qui évite une double imposition. On verra également avec William le financement des non-résidents.
Donc, on évoquera le marché bancaire, les conditions actuelles et puis les partenaires avec lesquels on travaille et qui peuvent vous accompagner pour définir votre budget et optimiser votre projet. Ensuite, on fera un zoom en fait sur les villes où il fait bon investir, où Expatimo également peut vous faire part de son expertise pour vous accompagner de façon très stratégique dans vos investissements. Et ensuite, on verra comment justement vous pouvez structurer et protéger vos projets pour anticiper ces revenus futurs, notamment pour votre après-carrière. Il y aura un temps d'échange, voilà, auquel on répondra à vos questions avant tout simplement de vous faire part comment vous pouvez passer à l'action simplement et comment on peut vous accompagner, que ce soit à court terme ou moyen terme dans votre projet. Alors, comme on le disait, vivre à l'étranger, c'est une aventure qui est unique, mais qui est non pas sans défi, d'autant plus quand on est en Australie et à des milliers de kilomètres de la France. On quitte assurément une certaine sécurité quand on s'expatrie. Alors, on n'a plus d'assurance chômage, il n'y a pas d'assurance maladie non plus couverte, mais on quitte surtout un système de retraite, même si celui-ci est discuté depuis quelque temps en France. Malgré tout, on perd cette assurance. Donc, il est effectivement important en tant qu'expatrié de penser à des revenus, à se constituer des revenus complémentaires pour cette après-carrière ou cette retraite pour pouvoir anticiper son avenir. Et l'immobilier, ce dont on va parler aujourd'hui, est une solution qui est possible pour assurer cette sécurité financière, assurer une rente complémentaire, que ce soit à moyen terme ou la créer pour l'avenir, parce que c'est quelque chose qu'on peut anticiper très jeune également pour avoir des revenus complémentaires et faire travailler son capital. Que vous pouvez avoir assez rapidement. Avant toute chose, bien souvent on nous pose des questions sur des freins qu'on peut avoir quand on investit dans l'immobilier. Donc, on va aborder quelques freins en introduction. Alors, tout d'abord, souvent, on évoque des risques d'impayés. En fait, il y a moins de 2% d'impayés en France. Donc, quelquefois, ces 2% font la une de la presse où on en entend parler. En fait, il y a peu d'impayés. Et puis, il faut savoir aussi que quand on choisit en fait un bon emplacement dans le cadre de son investissement, dans des secteurs qui sont bien choisis, on trouve également des profils de locataires qui sont plus solides. Donc, forcément, on minimise le risque par rapport à des investissements qui peuvent être dans des zones plus ou moins sensibles. Il existe aussi la possibilité de souscrire à une garantie loyer impayé, ce qu'on appelle une GLI, et qui, elle, couvre en fait les loyers qui seraient impayés ou avec les éventuels frais juridiques qui pourraient être pris pour justement couvrir ces loyers impayés. Donc, c'est une GLI simplement qui se met en place, qui est à hauteur de 3% du montant des loyers et qui vous permet aussi de dérisquer totalement en fait ce risque d'impayé. Et puis en fait, autre élément, depuis cet été, depuis juillet, il y a la possibilité de signer son bail chez un notaire, et cette signature chez un notaire vous permet en fait de récupérer directement et de façon très simple les loyers impayés au prix, enfin directement chez l'employeur ou en tout cas sur les revenus du locataire par action d'un simple huissier sans procédure administrative. Donc, il y a aussi cette option qui est possible. Dans les autres préjugés, les autres freins, il y a la fiscalité. Voilà, la fiscalité est certes très lourde en France, mais il faut savoir qu'il y a moyen, notamment avec le statut LMNP, en fait, de ne pas payer d'impôts les 10 premières années en fonction en fait des travaux qu'on peut avoir également des frais puisqu'en fait on a la possibilité sur les revenus fonciers de retirer l'ensemble des charges qui sont liées à son investissement et qui fait que même si on a un cash flow positif ou des revenus, en fait il n'y a pas d'imposition
de façon stratégique à peu près sur les 10 premières années. Donc, c'est intéressant. Ce statut est en ce moment, dans le cadre du budget, est rediscuté en France. Cependant, il est toujours en place. Et ça fait déjà quelques années qu'on entend qu'il va bouger. Malgré tout, les avantages du LMNP sont toujours là. Donc, c'est une stratégie qui est intéressante à regarder quand on investit, notamment sur des typologies de studios, de T1 et de T2. Et puis, comme je le disais en introduction, vous bénéficiez d'une convention fiscale France-Australie qui fait qu'il n'y a pas de double imposition de vos revenus entre la France et l'Australie. Et puis, l'autre point, c'est que quelquefois, on peut penser que l'immobilier, c'est beaucoup de gestion, surtout quand on est très loin, à distance, et que s'il y a un problème sur le bien, on peut se dire, mais comment je vais faire? En fait, vous avez la possibilité de tout déléguer. Expatimo, c'est un service à 100% qui s'occupe également de la gestion et de la location. Donc avec une gestion locative très professionnelle, puisqu'on a une équipe dédiée sur la gestion, la location, mais également les travaux. Donc c'est vraiment du clé en main. Donc c'est un suivi en ligne, à distance, qui est vraiment très très simple, où vous voyez en fait le mouvement, enfin les loyers que vous percevez, mais aussi les charges, les travaux. Qui sont visibles de l'outil qu'on vous met à disposition. En fait, votre rôle, il est simple, il est de percevoir vos revenus, de prendre les décisions qu'on peut vous soumettre sur des éventuels travaux. On s'occupe en fait de tout ce qu'il peut y avoir comme fuite d'eau, enfin des réparations ou de toutes les communications avec les équipes, avec les locataires, ils ont la possibilité de mettre des tickets auxquels on répond très rapidement dans un délai de 24 heures. Donc, vous n'avez rien à faire, rien à gérer, on s'occupe de tout. Et puis, par contre, ce qui est vrai, c'est que voilà, l'immobilier, assurément, c'est l'actif préféré des Français. Et même quand on est expatrié, puisque c'est une vraie volonté, enfin voilà, pour avoir des revenus complémentaires que d'investir dans l'immobilier, qui est assurément un actif tangible, transmissible et sécurisé. Et si on regarde en fait l'évolution de l'immobilier depuis des décennies, on voit que l'immobilier reste en fait un bien qui ne cesse, enfin un patrimoine qui ne cesse de se valoriser, de gagner, enfin, de prendre de la valeur. Et en fait, souvent, ça dépasse même l'inflation. Donc, assurément, c'est très stratégique que d'investir dans l'immobilier et à la fois parce que c'est une sécurité, on peut avoir des performances qui sont très très fortes et on le verra tout à l'heure dans des biens qu'on a rentrés spécialement pour ce webinaire et puis en plus c'est transmissible. Donc c'est une solution très stratégique à la fois pour des revenus complémentaires, mais également pour transmettre plus tard. Et l'autre élément essentiel, c'est que aujourd'hui, la tension locative n'a jamais été aussi forte en France euh, comme jamais. Il y a vraiment des demandes records de biens à la location et c'est vrai sur l'intégralité du territoire en France. D'ailleurs, il y a eu en 2024, les demandes de location ont augmenté de 30% par rapport à 2019. Donc, il faut savoir que l'immobilier, notamment dans le neuf, a fortement chuté avec des demandes de permis qui ont baissé avec la crise immobilière dans le neuf en France. Donc, il y a un vrai manque de logement. Donc, et c'est vrai, ça, sur tous les profils. On le retrouve à la fois chez les étudiants, les jeunes actifs, où il y a une pénurie de petits logements, où ils ont des vraies difficultés pour se loger. Quelquefois, même des étudiants ne font pas les études qu'ils avaient choisies dans les villes qu'ils souhaitaient parce qu'il n'y a pas le moyen de se loger ou alors les loyers peuvent être très élevés. C'est le cas aussi de personnes séparées, puisqu'il y a à peu près 120 000 divorces par an en France. Donc, forcément, c'est autant de ménages qu'il faut reloger sur des typologies T2, T3 ou T4. On a aussi toutes les personnes en fait des couples qui se reconstituent avec des familles plus grandes, donc avec des typologies davantage sur du T3, du T4. Et enfin, on a les seniors, les retraités. C'est 32% des 65 ans aujourd'hui vivent seuls.
Donc, bien souvent, ils quittent leur maison, ils veulent revenir dans des centres-villes avec l'intégralité des services à proximité. Donc, c'est aussi une cible qui recherche se loger de façon en location. Donc, on voit que ce soit des studios, que ce soit des plus grands logements, il y a une forte demande et y compris avec de la colocation qui peut permettre aussi à certains étudiants, voire même à des jeunes actifs, de se loger dans des appartements un peu plus grands avec des loyers qui sont un peu plus modérés. Donc, Et si je peux me permettre, ça fait vraiment partie des grands avantages en fait de l'immobilier, on va dire traditionnel, contrairement à l'immobilier de service type résidence étudiante ou résidence senior, EHPAD, etc. C'est que votre logement, vous pourrez vous adapter avec un logement type T2, T3 en France, vous pourrez vous adapter à tout ce type de population, soit étudiants, jeunes actifs, personnes divorcées, seniors, et ça permet vraiment d'avoir une clientèle locative très large et pas de se contenter simplement d'étudiants ou en tout cas de courbes démographiques qui pourraient évoluer dans le futur, comme on peut le voir d'ailleurs sur les résidences seniors aujourd'hui qui ont beaucoup moins de succès qu'attendu en tout cas. Et alors, on continue sur la partie locative qui est ultra importante et très tendue maintenant en France. C'est toujours toi Isabelle, pardon. je te laisse prendre la Oui, main. bien sûr. En fait, nous, on observe que les loyers ont énormément augmenté, donc, que ce soit à titre personnel depuis 10 ans ou via Expatimo depuis plus de 5 ans maintenant. Les loyers augmentent naturellement, donc ils sont basés déjà sur l'inflation, donc ce qui rassure, ce qui assure une progressivité des rentes au fur et à mesure. On a jusqu'à 500 dossiers à Paris pour un seul logement. Donc on a des très fortes tensions et même dans des villes qui étaient à la base un petit peu moins tendues, des villes de province comme Mulhouse, Roubaix par exemple, sur lesquelles on va revenir plus tard, qui étaient moins tendues il y a 5 6 ans, maintenant elles le sont beaucoup plus. Donc on voit cette progression et notamment la plus notable qu'on ait pu voir, c'était à Marseille et à Nice. À Marseille, il faut savoir qu'il y a 5 6 ans, un studio se louait environ 500 euros, maintenant c'est plus de 700 euros. Et on sort dans ces villes-là en plus de l'encadrement des loyers. Donc, ce qui a permis à nos premiers clients de profiter d'une belle augmentation. Les constructions neuves sont au plus bas. Bon, on s'en réjouit pas, c'est pas forcément très bien pour notre pays. En l'occurrence, ça crée pour le coup une très forte tension sur le marché locatif. Qui sera pour le moment pas rattrapée. La démographie en France augmente toujours et toujours plus vite que la construction de logements neufs. Donc on arrive mécaniquement sur un marché d'offres et demandes très très tendu. À ce titre, on vous a fait un petit tableau sur en tout cas notre vision de l'immobilier et comment on aime travailler l'immobilier. En fait, avec des pièges à éviter. Nous, les pièges que l'on évite depuis déjà pas mal d'années, c'est notamment le Airbnb et les locations touristiques, tout ce qui est co-living, etc. Et ça s'est avéré, alors on était un peu à contre-courant il y a 5 ans, maintenant ça s'avère plutôt juste. Notamment, on a rapidement réalisé que le risque légal était trop important par rapport à la rentabilité espérée. Je prends une ville comme Marseille qui est souvent plébiscitée pour le Airbnb. Vous avez déjà 15% de charges des plateformes, vous avez ensuite 25% de charges pour avoir une bonne conciergerie sur Marseille. Donc 40% du revenu est déjà rongé. Avec ça, vous n'avez pas encore payé l'eau, l'électricité, les charges de copropriété, les taxes foncières, etc. On se retrouve au final avec des business plans qui font gagner entre 0,5 et 1 point de rentabilité par rapport à une location longue durée. Donc nous, on considérait que ce point de rentabilité n'était pas assez cher payé par rapport au risque légal. Le risque légal, c'est quoi? C'est l'interdiction totale du Airbnb, chose que l'on peut voir notamment à Paris, où on est uniquement sur la résidence principale et 90 nuits par an. Marseille, les restrictions commencent à arriver doucement et dans toutes les villes de France. Donc, à part quelques villes très ciblées, et si vous êtes sur place en France avec une personne de confiance pour vous aider, nous, c'est vrai qu'on ne préconise pas forcément ce type d'exploitation. Et pareil, c'était vraiment la mode du co-living à une époque. Et là, on peut voir que déjà le législateur parisien est en train d'arriver sur ce domaine. Donc, nous, c'est vrai qu'on aime bien l'immobilier traditionnel. L'immobilier locatif résidentiel, parce qu'il y a une très forte demande, on l'a vu, qui progresse et qui sera toujours là et qui va aller surtout dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que le législateur, donc l'État, notamment sur la partie LMNP, où vous avez sûrement des questions de tout ce qu'on peut voir dans la presse, l'État est en train de parler justement d'un statut de bailleur.
qui reprendra les termes du LMNP et qui reprendra ces termes, que le logement soit meublé ou pas, mais notamment sur le principal, est-ce qu'il soit loué sur la longue durée. Ensuite, il faut éviter d'autres pièges, notamment les politiques locales. On a vu des villes qui ont plus baissé que d'autres, qui ont eu plus de problèmes sécuritaires que d'autres. Et ça, c'est vraiment lié à la politique locale qui est arrivée depuis une quinzaine d'années, comme des villes comme Grenoble, et de manière plus récente comme des villes comme Lyon. Encore une fois, c'est pas pour stigmatiser ces villes, il y a toujours de très belles affaires à faire dans ces villes, mais il faut vraiment faire attention à où est-ce qu'on achète et comment évoluent les quartiers. Aujourd'hui, il y a des quartiers de Grenoble qui étaient très bourgeois il y a 15 ans qui ne le sont plus du tout. Donc il faut bien connaître la ville, voir l'évolution, et à l'inverse de ces politiques locales, il y en a d'autres qui sont plus pro-business, qui amènent de l'industrie dans ces villes-là. Je reprends un peu l'exemple de Mulhouse, mais il y en a d'autres. Mulhouse où Microsoft va s'installer, une usine aussi de batteries est en train de s'installer. Voilà, donc il faut vraiment prendre en compte tout ça pour pouvoir définir où investir, la ville et ensuite où dans la ville. Attention, promesse trop belle, toute rentabilité est liée à un risque. Donc vous êtes à l'étranger, vous êtes loin, et ce risque, en fait, il est plus difficile à gérer, en plus avec 10 ou 12 heures de décalage horaire, que quand vous êtes sur place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en perspective. Le point, en fait, plus vous gagnez de points de rentabilité, plus les difficultés opérationnelles seront importantes. Que ce soit sur du Airbnb, alors de la colocation aussi, il faut faire attention où on investit en colocation. Ça permet de gagner parfois quelques points de rentabilité, mais dans certaines villes, en fait, le bien ne sera pas forcément bien loué. Et en fait, on a une courbe qui existe que moi j'appelle la courbe de la tranquillité, où si on va aller chercher entre 12 et 15% de rentabilité, par exemple, en fait, on va avoir euh, des difficultés opérationnelles quasiment quotidiennes et en fait qui vont gâcher vos nuits. Et c'est pas le but de l'investissement. En général, la tranquillité se trouve entre 5 et 8% de rentabilité. C'est là, donc selon les villes bien entendu, c'est là où on loue sur le long terme, où on dort, et c'est l'objectif principal de l'investissement. L'opportunité principale pour nous, elle est sur le crédit bancaire. Je vais y revenir juste après, parce que c'est unique au monde d'avoir des crédits à taux fixe sur 20 ans. Ça n'existe nulle part ailleurs. Vous avez beau chercher, même en Grèce, en Espagne ou d'autres pays latins. C'est l'exception française et pour une fois, elle est dans le bon sens. Parfois, on est très frustré de notre pays sur pas mal d'aspects. Celui-ci, et on va le voir après, les avantages de ce crédit bancaire qui est juste unique et notamment les conditions pour, en tant qu'expatrié en Australie, les conditions pour y accéder. Après, nous, on trouve que Paris ça reste toujours une opportunité parce que les prix ont baissé, les gens ont compris que les prix n'iront pas chuter à Paris, Paris restera Paris. Et aujourd'hui, il y a des belles opportunités à faire sur Paris dans l'investissement locatif, parce que là, vous pariez sur un rendement immédiat qui est certes faible par rapport à d'autres villes, mais vous pariez aussi sur un rendement sur le capital gain futur de l'investissement. Donc, dans l'immobilier locatif, on a en fait quatre créations de valeur. La première, c'est le remboursement du capital emprunté. Donc, encore une fois, c'est la banque qui achète le bien et votre locataire qui rembourse la banque. Donc ça vous permet en fait d'investir une somme minimum dans l'affaire pour ensuite avoir au bout de 15 ou 20 ans un capital qui est bien plus important. Vous avez dans certains cas de figure des cash flows qui sont générés directement pendant l'exploitation du bien, donc pendant le remboursement du crédit, ce qui vous permet de pouvoir potentiellement refaire un petit pécule pour réinvestir derrière directement avec le premier investissement. Un point très important, c'est l'inflation. Euh, Dites-vous que c'est pas l'immobilier qui monte, c'est votre argent qui baisse. Et en général, on réalise un petit peu plus le fait que on est naturellement dans un milieu inflationniste, donc parfois on a 0,5% d'inflation, parfois il y a déjà des périodes où le dollar US est monté à 20% d'inflation dans les années 80. L'inflation, c'est ce qui ronge votre épargne, et c'est uniquement en investissant dans le capital que vous pourrez suivre l'inflation. Et ce qui est magique dans le crédit bancaire français, c'est que, et c'est là où c'est le meilleur rempart contre l'inflation, c'est que vous allez emprunter à taux fixe. Donc aujourd'hui, vous allez emprunter entre 3,2 et 3,8. Imaginons que l'inflation augmente à 7% dans 2 ans, ce qui est un scénario à ne pas écarter. Votre taux, lui, restera le taux sera fixe. Donc, c'est-à-dire que vos loyers vont augmenter et vont suivre l'inflation, mais votre taux de remboursement sera fixe.
Donc, ce qui va vous permettre en fait de créer un vrai rempart contre cette inflation. Si on prend une inflation moyenne à 3%, vos 1000 euros aujourd'hui, ils valeront environ 600 euros dans 20 ans. Donc, ça vous donne un peu une idée. Donc, c'est-à-dire que si vous remboursez 1000 euros de mensualité aujourd'hui, en fait, ça sera l'équivalent de 600 euros dans 20 ans. Ça vous donne un peu une idée du rempart qu'est le crédit bancaire contre l'inflation. Et chose magique et totalement lunaire en France, c'est que votre taux qui est fixe, il est fixe à la hausse, mais pas à la baisse. Disons que l'inflation redescend à 1%, les taux redescendent à 1,5%, vous pourrez renégocier votre taux bancaire entre 1,5% et 2%, ce qui est là encore unique au monde. Et la dernière création de valeur, c'est sur la plus-value, qui, elle, suit au moins l'inflation et parfois plus. On l'a vu sur des marchés très tendus comme Paris. Donc voilà un peu la création de valeur. Je vois quelques questions qui arrivent. Quelle est votre opinion sur les investissements nus propriété versus LMNP pour les expatriés? Alors, c'est deux stratégies fiscales différentes. Moi, à titre personnel, j'aime bien me dire que mes revenus me rapportent tout de suite. C'est-à-dire que en nue propriété, donc pour ceux qui connaissent pas la nue propriété, vous achetez uniquement le capital, mais vous n'avez pas l'usufruit. C'est une autre société qui exploite l'usufruit pendant 17 ans environ. Cette nue propriété, vous la payez entre 60 et 70% de la valeur du bien et l'usufruit est ensuite remboursé. Et ensuite, vous profitez de l'usufruit qu'à partir de 17 ans. C'est une stratégie plus fiscale, notamment pour échapper à l'IFI. Moi, je pars du principe que chaque stratégie qui a d'abord un but fiscal n'est pas un bon investissement. Et en fait, si vous faites les calculs d'usufruit sur 17 ans versus ce que vous pouvez percevoir et rembourser comme capital, en général, la société d'exploitation, on va dire, mange bien. Après, ça peut être une stratégie d'épargne forcée et certaines personnes ont besoin de ça et donc se sentent plus à l'aise pour avoir ça. C'est souvent sur des biens très premium, donc ça permet aussi d'avoir accès à des biens premium qui sont pas forcément faciles d'accès sur le marché secondaire. Donc voilà, c'est une autre stratégie fiscale qui, à titre personnel, j'en ai pas fait, je pense pas en faire, mais je peux très bien comprendre que pour certaines personnes, ça peut les aider. Quelles sont les tendances d'évolution des taux d'emprunt immobilier dans les 12 prochains mois? Je vais y répondre un petit peu plus tard. Alors, l'effet de levier. Et ce qui est, pour moi, encore une fois, qui est le meilleur, qui est la seule raison d'investir dans l'immobilier locatif en France, c'est l'effet de levier. Il y a pas une autre raison que celle-ci. Il faut acheter à crédit, il faut s'endetter au maximum, c'est le jeu du capitalisme. Vous avez 50 000 d'apports. Vous pouvez très bien les placer en bourse. Vous aurez un rendement d'environ 7% sur vos 50 000 euros. L'effet de levier va vous permettre d'investir dans un actif à 200 000 euros parce que la banque va vous prêter 150 000 euros. Bien sûr, je prends des chiffres ronds pour que ce soit facile à comprendre. Ce qui fait que les loyers vont rembourser cette partie du crédit pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années et à la fin, vous aurez acquis avec 50 000 euros un capital de 200 000 euros hors inflation. Donc, si vous prenez sur 20 ans avec l'inflation, vos 50 000 euros se transformeront en bien plus. Donc, ça, c'est comment fonctionne l'effet de levier et pourquoi il a cet effet magique et pourquoi il faut s'endetter au maximum tant que vous le pouvez. Ensuite, il y a une autre stratégie qui existe. Donc, je reprends cette base de 200 000 euros, notamment pour jouer le jeu des banques. Aujourd'hui, les banques françaises, elles ont besoin de capitaux. Parce qu'elles ont beaucoup accordé de crédit dans les années 2020-2023. Donc nous, en fait, pour jouer le jeu de la banque va vous demander un nantissement. Un nantissement, c'est quoi? C'est en général 2 annuités de remboursement, donc 2 ans de remboursement de crédit qui sont bloqués à la banque sur un compte titre. J'insiste là-dessus, c'est que c'est de l'argent qui travaille, qu'ensuite vous pouvez placer soit sur des obligations d'État, soit sur des ETF qui sont liés à des actions, soit même faire du stock picking, en général, selon la banque. Alors parfois, la banque vous demande de placer ça sur un produit structuré de la banque avec un petit peu plus de frais, mais vous pouvez très bien aussi insister pour essayer de placer ça sur des produits qui n'ont pas, pardon, je lisais la question, sur des produits qui ont beaucoup moins de frais. Donc, vous voyez, sur les 50 000 euros d'apport, en fait, vous allez mettre que 30 000 dans le projet et vous allez emprunter 180 000. Pourquoi? Parce que vous allez loquer 20 000. Donc, ça, c'est votre apport. Et donc là, votre effet de levier et donc votre rendement est encore plus important.
parce que on ne parle pas de 50 000 euros investis pour avoir 200 000 euros un capital de 200 000 euros, mais que de 30 000. Donc quand vous faites le ratio, vous doublez quasiment la rentabilité de ce bien. Donc il faut jouer le jeu de la banque. La banque, c'est votre c'est votre partenaire clé dans le domaine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit s'afficher ou pas? Ouais, voilà. Il ne faut pas hésiter à prendre les assurances de la banque, ce genre de choses. Alors, j'ai quelques questions. Alors, sur les taux d'emprunt, je vais y revenir juste après. Le LMNP aussi. Alors, les types de banques pour les expatriés. Conditions d'expatriés, 30% d'apport, changement de banque. Alors, en fait, vous avez deux types de banques. Vous avez les retail, donc les banques un peu traditionnelles, LCL, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, etc. Et vous avez les banques privées. Dans les banques privées, le schéma est assez simple. C'est-à-dire que vous placez entre 300 et 500 000 euros chez elles et elles vont vous prêter 1 million d'euros. Donc ça permet de faire un bel effet de levier. Et ensuite, les banques de retail, c'est un peu plus aléatoire. Donc nous, on met souvent en relation avec des courtiers spécialisés expatriés qui vous accompagnent pour justement trouver le bon crédit. Il y a une seule banque, il y a un seul groupe de banques qui ne fait pas de crédit aux expatriés, c'est le groupe Société Générale. C'est pas du tout pour faire du finger pointing, ça fait partie de leur politique globale. Sinon, toutes les banques prêtent. Moi, mon premier conseil, c'est de contacter sa banque de famille, là où on a ouvert son premier compte, là où sont les amis, les parents, de se faire recommander. C'est là où vous trouverez le meilleur prêt en général. Et je dis souvent qu'il ne faut pas trouver les meilleures conditions, mais le meilleur banquier. C'est-à-dire que, à titre personnel, j'ai une banquière qui je sais, m'a pas donné forcément toujours les meilleures conditions, mais en revanche, elle m'a permis de lever beaucoup d'argent et de faire passer mon dossier, notamment au-delà des 35% d'endettement. Donc, ça reste de l'humain. Le banquier reste un commerçant. Donc, il faut pas hésiter. Alors, un commerçant, il ne faut pas hésiter à négocier, mais faut aussi se dire qu'il va aussi travailler avec les clients, entre guillemets, les plus simples. Donc donc voilà, faut jouer le jeu de la banque au maximum, à mon sens, pour pouvoir lever un maximum de dettes. C'est vraiment le plus important. Donc les types de banques, toutes les banques prêtent. Si vous avez assez de fonds, moi je recommande chaudement les banques privées parce que le schéma de lecture est assez clair et assez facile à réaliser. Et ensuite, les banques de retail, vous pouvez nous contacter, on vous met en relation avec des courtiers spécialisés expatriés. Euh, et encore une fois, la banque de famille est pour moi l'une des premières choses à voir. Allez, on va revenir sur les taux maintenant. Je crois que c'était une question de Sid. Donc voilà, les taux à William, les taux sont beaucoup trop hauts, j'attends qu'ils baissent, etc. Ça, c'est une courbe des taux sur 40 ans, 45 ans. Donc vous voyez qu'on est toujours sur des taux qui sont historiquement bas. Un taux immobilier, normalement, c'est entre 4 et 6%. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on n'y a pas été. En fait, c'est cette période qui a été exceptionnelle. Entre 2017 et 2022, cette période ne reviendra plus dans l'histoire, à mon sens. Ou sinon, on sera sur un scénario japonais, pourquoi pas. Mais c'était cette période qui a été exceptionnelle. Les taux sont toujours ultra bas. Ce qui a été exceptionnel, c'est qu'ils sont montés très rapidement. Là, cette courbe ici, ils sont jamais montés aussi vite. Donc, c'est ça qui a un peu perturbé le marché immobilier français. Et ils sont stabilisés déjà depuis 9-10 mois, environ à 3,5%. Moi, ma vision, c'est qu'ils vont pas forcément baisser plus, et ils vont peut-être légèrement augmenter à 4% d'ici fin 2026. Donc, c'est pour ça et encore une fois, c'est pas pour créer du rush ou ben, vite, il faut prendre un crédit pendant que c'est encore bas. En fait, l'immobilier, le temps, c'est de l'argent. Je pense il n'y a pas plus illustratif que l'immobilier pour ça, c'est que plus vous vous endettez tôt, plus votre taux il sera fixé tôt, et ensuite vous pourrez renégocier à la baisse si ça baisse plus bas. Donc voilà, sur les taux, pour moi, il faut pas, en fait, il faut plus se faire une fixette sur l'apport que sur les taux. Le taux, c'est anecdotique. Moi, j'ai vu une très belle affaire, j'ai emprunté à 4% il y a un an. Maintenant, je pourrais renégocier à 3,2, je le fais, enfin. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas vraiment le sujet, le taux. C'est souvent la fausse excuse pour pas investir. Et en fait, le temps que vous perdez à vous dire j'attends que les taux baissent, sachant que vous êtes pas sûr que les taux baissent et peut-être qu'ils peuvent monter, le temps que vous perdez vous coûte plus cher que ce que vous allez gagner en économie de remboursement d'intérêt. Les banques privées, toutes les banques, après il y a des banques privées qui sont spécialisées expatriées comme la Banque Transatlantique par exemple, mais toutes les banques privées ensuite de banques de retail aussi prêtent aux expatriés selon les conditions que j'ai mentionnées.
Donc voilà, je te laisse la main, Sur les villes. Isabelle. Baptiste, je reviendrai vers vous plus tard sur la question du LMNP. Ça me semble le plus pertinent de reporter cette question à plus tard. Alors effectivement, il y a des villes où il peut être stratégique en fait d'investir et ce sont des villes qu'on connaît très très bien aussi chez Expatimo parce qu'on a fait le choix de ne pas travailler sur tout le territoire national mais de choisir des villes où déjà on a une expertise, on connaît extrêmement bien le marché et on a des équipes également sur place avec des chasseurs immobiliers qui cherchent les biens qui sont souvent off-market et qui permettent de dégager des rentabilités qui sont très bonnes et où il y a aussi une forte demande locative. Donc là, on voit que on intervient d'abord allez, on va partir sur Paris, qui est souvent une ville où on rêve d'avoir un bien immobilier. Il faut savoir qu'à Paris, on a des rentabilités qui sont de l'ordre de 4%. Quelquefois, on peut aller un peu au-dessus. Assurément, ça se loue sans problème. Cependant, les prix de vente sont relativement élevés par rapport au loyer qu'on peut avoir, d'autant plus qu'il y a des plafonds de loyer qui sont fixés sur Paris. Ce qui fait que ce sont un bon investissement patrimonial, mais c'est pas là où on va avoir les plus belles rentabilités dans le cadre d'un investissement. Ensuite, on a une seconde ville qui est la ville de Nice également, qui est une ville qui est un peu spéciale. Ces dernières années, on a pu voir que les prix de vente en immobilier ont un peu chuté, y compris sur Paris, si on regarde les chiffres en moyenne. Nice, c'est une exception. Nice, les prix ont continué à augmenter ces dernières années parce qu'il y a aussi une très forte demande d'étrangers qui investissent sur Nice, qui viennent se loger sur Nice. Et Nice, d'ailleurs, comme Paris, fait partie de la ville en France qui a la plus forte tension locative. Donc des prix qui ont continué à monter, des loyers aussi qui sont assez élevés, où là on a à la fois des stratégies de patrimonial et d'investissement avec des rentabilités qui sont autour de 5%. Si on reste dans le sud, on a la ville de Marseille, qui est une ville qui est en plein renouvellement depuis maintenant 10, 15 ans, qui voit ses quartiers évoluer avec beaucoup d'aménagements paysagers et puis également des transports. Une forte demande locative, que ce soit des étudiants, mais des jeunes actifs ou des ménages, avec des quartiers qui sont très attractifs. Souvent, on s'interroge sur Marseille, est-ce que c'est la ville où il fait bon investir? Assurément, on trouve des biens qui sont très intéressants, avec de la sécurité et qui peuvent être stratégiques parce qu'on voit que les quartiers comme je le disais, évolue et donc la valeur des biens évolue également de façon très positive et même assez rapide dans certains quartiers. On a également la ville de Montpellier qui est pas très loin de Marseille où il y a beaucoup d'étudiants sur Montpellier. On trouve assez facilement des investissements intéressants. On peut proposer de la colocation à des étudiants avec des rentabilités qui sont de l'ordre de 5 à 7%, voire un peu au-delà quelquefois. Ouais, même Euh, plus. Ouais. ouais, c'est ça, exactement. On peut trouver des biens, quelquefois il nous arrive d'avoir des rentabilités 8, 9% sur Montpellier, sur des projets qui sont en colocation. Donc là, c'est une ville où il fait, enfin voilà, on peut regarder pour vous en fait et chasser des biens qui sont intéressants. Si je Si peux me permettre un petit mot sur la colocation, soyez oui. vraiment prudents sur la colocation. Il y a des villes qui se sont effondrées sur la colocation. On en a fait nous-mêmes l'expérience, notamment sur Poitiers, par exemple. On est arrivé sur le marché à Poitiers en 2021. Une chambre se louait entre 450 et 500 euros. 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, pardon, c'était 300 euros la chambre. Donc ça casse les business plans. Pour avoir discuté avec beaucoup de confrères dans d'autres villes, la colocation c'est très dangereux. Nous, on garde la colocation uniquement sur Montpellier et Marseille parce que ça reste très tendu. Montpellier, c'est la ville la plus étudiante de France. Euh, donc voilà, je dis ça parce que typiquement Le Havre, on fera pas de colocation et dans toutes les autres villes non plus. Peut-être à Nice éventuellement, mais ça s'arrête là.
C'est souvent, on pense, un moyen assez simple de gagner 2-3 points de rentabilité, mais c'est pas si facile que ça, la colocation à gérer. Et c'est vrai, tout à fait. Tu as bien raison de le préciser. Et ensuite, ben, on va monter sur le nord, puisqu'en fait, il y a la ville du Havre, qui est une ville où on est présente depuis un peu plus d'un an. C'est une ville qui a beaucoup évolué également depuis 10, 15 ans, qui voit son renouvellement urbain en pleine dynamique avec des aménagements du centre-ville, avec également le TGV qui va directement au Havre. Et beaucoup d'écoles qui s'installent sur le Havre parce que il fait bon y vivre. On a la mer voilà, qui est juste à côté et avec une vraie qualité de vie. Donc, le Havre, c'est une ville où les prix de vente ne sont pas très élevés. On a des loyers qui sont intéressants. Donc, on arrive à trouver des rentabilités à la fois sur des appartements et aussi sur des immeubles qui peuvent être très stratégiques sur des quartiers que l'on peut vous conseiller. Ensuite, on a on monte sur le Grand Nord, donc on a Lille, qui est une grande métropole en France, où il y a une forte demande étudiante, notamment sur les petits logements. Donc là, comme sur les villes moyennes, on a des rentabilités qui sont autour de 5%, 5-6% grand maximum, où là, on est sur des stratégies à la fois patrimoniales et d'investissement. Alors qu'en fait, si on est un peu plus sur les villes de Tourcoing et de Roubaix, on peut trouver des rentabilités supérieures sur des villes qui sont aujourd'hui reliées à la métropole de Lille avec le tram, des transports en commun qui relient, en fait, qui font que ça devient une très grande métropole facile à vivre et on peut se déplacer assez facilement et où il y a des bons coups à faire en termes d'investissement parce que ce soit en immeuble ou dans des appartements, sur Tourcoing ou Roubaix, il y a de très belles affaires à réaliser. Et notamment aussi dans des projets où il peut y avoir des travaux. Donc, on valorise aussi le bien qu'on achète en termes d'investissement. Je crois que j'ai fait le tour parce que je les ai prises dans le désordre, mais je crois que je suis passée sur toutes les villes. Il y a Toulouse aussi qu'on propose depuis très peu comme ville où on peut investir. Là encore, très forte demande locative. C'est vraiment des investissements qui sont patrimoniaux parce que les prix de vente sont plus élevés. Cependant, il y a aussi une forte tension locative, donc c'est facile de trouver un locataire. Mais voilà, on peut voir qu'en fonction de sa stratégie, en fonction de ses objectifs qui sont aussi personnels, entre l'équilibre qu'on cherche entre le patrimoine et les revenus locatifs, on a différents secteurs à proposer pour pouvoir répondre à vos objectifs. Et bien évidemment, il y a Mulhouse, qui est la ville où Expatimo est présente depuis les débuts, puisque je Le tout crois début, ouais, c'est la première ville. tu as commencé à investir à titre personnel et c'est la ville où on trouve les plus belles rentabilités parce que les prix de vente sont peu élevés. C'est une ville où il y a eu peu de constructions neuves. Donc, il y a, le parc ancien est très, très dynamique avec là des opportunités à moins de 100 000 € sur des logements et aussi des investissements stratégiques sur des immeubles. On trouve des rentabilités 8-9% avec des fortes tensions locatives également, puisque la ville est reliée pas très loin de l'Allemagne, de la Suisse, avec une Ouais, la Suisse activité surtout, hein. exactement, avec une activité économique assez dynamique. Donc, Mulhouse fait partie des villes où on a d'ailleurs notre direction gestion et location sont implantées avec un responsable travaux et c'est une ville où il fait bon investir si on veut avoir une stratégie de rentabilité plus forte. Je vais juste simplement compléter et répondre à deux questions. En effet, Mulhouse, c'est une ville frontalière qui a souvent été oubliée. S'il y a des Alsaciens ici, il y a sûrement les poils qui s'hérissent parce que c'est souvent une ville qui a été décriée en Alsace. Il faut savoir que grâce à Bâle notamment et l'industrie pharmaceutique suisse à la frontière, nous, on a vu déjà la progression sur plus de 5 ans où on est présent dans cette ville. Mais quand on prend une échelle de 15 ans, c'est assez impressionnant.
notamment sur la partie tension locative. C'est une ville où on va vous montrer les opportunités plus tard, où il est assez facile et accessible d'acquérir des immeubles entiers de 4 logements. Ça me permet de pouvoir transiter sur la question d'Alice qui demandait un petit peu les tickets d'entrée pour obtenir ce type de rentabilité. Alors, ça va dépendre des villes, bien sûr. On peut commencer un appartement pour un projet à 80 000 euros à Mulhouse, notamment, au Havre, par exemple. Paris, il faut minimum 200-250 000 euros, un projet tout compris. Quand je parle tout compris, c'est frais de notaire, travaux, tout compris. Euh, donc voilà, ça va dépendre un peu de la typologie de bien, mais en gros, nous, on délivre des projets entre 100 000 euros et 1 million d'euros selon les villes et les opportunités. Et pour répondre également à la question de Nathalie sur Strasbourg, Strasbourg, c'est plus une ville que j'appelle patrimoniale, qui sera un peu dans une rentabilité, on va dire, moyenne. Donc si vous venez de là, ça peut avoir du sens d'y investir parce que vous connaissez, etc. Après, si on vient pas forcément de Strasbourg, les plus-values par exemple sur tout ce qui est Parlement européen, etc., ont déjà été faites. Et c'est une ville sur laquelle il faut faire un peu attention, à mon sens, sur l'aspect sécuritaire, parce qu'il y a eu quelques déclins récents, alors pas dramatiques et pas alarmistes non plus, sur cette ville. Alice, je vais répondre à quel pourcentage d'apport demandé. On parle d'environ entre 20 et 30% d'apport demandé sur ce type de projet. C'est un peu ce que je disais, Julia, concernant le crédit. Je vous propose d'avancer un peu sur la présentation et je répondrai aux autres questions un petit peu plus tard. Donc là, en fait, tu en parlais tout de suite, William. Donc, effectivement, une stratégie aussi, ça peut être d'investir dans un immeuble. On n'y pense pas toujours et on n'imagine pas pouvoir investir dans un immeuble entier. Or, en fait, il y a des opportunités à partir de 3, 4 logements sur des budgets à partir de 250 000 euros, tout compris, avec l'acquisition et puis les éventuels travaux à réaliser pour mettre en location. Qui peuvent être vraiment très stratégiques parce que bah, en fait, si vous achetez un immeuble entier, ben, vous êtes seul décisionnaire et surtout, bah, vous évitez des charges de copropriété avec les charges de syndic. Vous pouvez également optimiser les travaux. C'est vous qui décidez en fait de quand vous souhaitez faire les travaux et puis vous pouvez les négocier également de façon globale. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, en fonction de votre stratégie de location, si vous voulez faire de la colocation, de la courte durée avec Airbnb, du meublé versus des logements libres, c'est vous qui définissez la stratégie sans règle en fait d'un règlement de copropriété. Donc ça, c'est un véritable avantage et assurément, quand vous achetez aussi un immeuble dans lequel vous réalisez des travaux, il y a aussi une forte plus-value potentielle à la sortie parce que un bien que vous allez rénover, pouvez l'acheter pas cher, notamment là, on évoquait Mulhouse ou Le Havre. Et c'est vrai que régulièrement, on voit de très belles opportunités à saisir sur ces villes pour pouvoir à la fois être seul propriétaire d'un immeuble et puis d'optimiser son patrimoine. On va à présent vous parler un petit peu d'Expatimo. Donc c'est une société que j'ai créée il y a un peu plus de 5 ans et demi maintenant. On est présent dans une dizaine de villes que vous pouvez voir affichées sur la carte. Je ne vais pas forcément les répéter parce qu'Isabelle vous les a déjà présentées. On fait une centaine de projets par an. On gère maintenant bientôt 400 lots sur la gestion locative. On encaisse plus de 2 millions de loyers tous les ans sur la gestion. Donc c'est une équipe qui a été, euh, qui a été créé autour de 3 pôles. Le premier, c'est la transaction, le deuxième, c'est la gestion de travaux, et le dernier, c'est la gestion locative. Il faut savoir qu'on a plus de 40% de nos clients qui viennent de votre région, on a 30% qui viennent du Moyen-Orient, et le reste réparti entre la Suisse, surtout l'Europe du Nord et les États-Unis. Et donnée très importante, on a plus de 30% de nos clients qui ont acheté un deuxième bien avec nous. Donc ça, c'est une belle fierté parce que dans l'immobilier, c'est un chiffre qui est assez rare. Nous, on est là vraiment pour pouvoir représenter vos intérêts sur place. On se rémunère uniquement sur la partie acheteuse, ce qui est important, c'est-à-dire qu'on n'a aucun conflit d'intérêt à vous présenter un bien plus qu'un autre. Que ce soit sur la partie transaction, gestion de travaux également. On travaille avec plusieurs artisans locaux pour pouvoir délivrer vos travaux et on recherche un locataire. On fait également toute la gestion locative. Donc aujourd'hui, vous pouvez acheter en France sans rentrer en France du tout.
C'est-à-dire que sur la partie transaction, on va vous présenter des photos, des vidéos et tous les business plans qui vous servent à prendre des décisions à distance. Toutes les signatures maintenant, que ce soit pour la partie bancaire ou notariée, se fait à distance, sans compter bien sûr la partie travaux et location. Donc c'est un vrai avantage que pour le coup le Covid nous a aidé à réaliser. Donc voilà. Donc on a une belle satisfaction client que vous pourrez voir vous-même sur les réseaux sociaux. Avec Stéphane qui a acheté 3 projets déjà avec nous par exemple. Et Isabelle va vous présenter quelques opportunités qui sont à saisir maintenant. Isabelle, est-ce que tu veux d'abord que je réponde à 2, 3 questions ou Et à la question d'Alice, en fait, par rapport justement à la gestion, la location et la recherche d'un bien, combien de temps ça prend en fait sur le cycle complet? En fait, on peut dire qu'à partir du moment où vous nous confiez la recherche d'un bien, nous, on va mobiliser les chasseurs sur les territoires en fait que vous souhaitez, où vous souhaitez investir. Et on va vous présenter les opportunités qu'on trouve les plus ciblées par rapport à votre recherche. À partir du moment où, en fait, dans un premier temps, il va y avoir une offre, on va vous proposer de faire une offre qu'on va faire accepter au vendeur, le temps de signer un compromis de vente qui prend à peu près 3 semaines, 3 semaines, un mois maximum, le temps d'obtenir tous les documents pour signer un compromis de vente chez un notaire. Ensuite, il y a un délai de 3 mois, 3 mois et demi pour pouvoir acter le bien, que vous en deveniez propriétaire. S'il y a des travaux à réaliser, auquel cas on va anticiper les travaux à faire avec le détail d'un devis qui vous sera envoyé et que vous validerez, de façon à ce que les travaux démarrent dès que vous êtes propriétaire du bien. Et ensuite, le bien est mis à la location immédiatement à la fin de la réalisation des travaux. S'il n'y a pas de travaux à réaliser, auquel cas, là aussi, on anticipe la mise en location et on fait en sorte que le bien soit loué immédiatement. Vous verrez que dans les business plans qu'on vous envoie, on prévoit 2 semaines de vacances locatives par an sur les revenus fonciers. Donc voilà, on anticipe déjà aussi dans le calcul de la rentabilité le fait qu'il faille au maximum un délai de 2 semaines pour trouver un locataire. Et d'ailleurs, dernièrement, là, j'ai demandé à Barbara quel était le temps de moyen de location de nos biens. Voilà, généralement, ça se fait allez, en moyenne une semaine, 2 semaines grand maximum. Voilà, on peut avoir un temps de vacances locatives quand il y a des travaux, mais sinon, ça va très, très vite. il y avait également une question sur Bordeaux. Est-ce que c'est une ville qui est bonne pour investir, une bonne ville pour investir? Euh, En fait, si vous venez de la région, pourquoi pas? Si vous venez pas de la région ou si vous n'avez pas forcément d'attache, pas forcément. Moi, je trouve Bordeaux encore un peu surcoté à titre personnel. Et ce que je dis souvent, c'est que si vous cherchez du patrimonial, autant aller sur Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, vous avez les Parisiens qui achètent, les provinciaux et les étrangers. À Bordeaux, vous avez les Bordelais ou les anciens Bordelais. Donc ça, c'est pareil à Lyon, par exemple. Donc c'est des marchés qui sont un petit peu plus fermés, qui sont moins dynamiques que Paris et qui présentent pas plus d'avantages que le marché parisien. Donc voilà, sauf si vraiment vous êtes de la région et vous souhaitez y investir. Pareil, j'ai souvent la question sur j'aimerais acheter dans cette ville parce que mes enfants vont sûrement étudier là-bas. Bon, déjà, vous encadrez les études de vos enfants parfois un peu tôt, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que leurs études dépendent d'un investissement que vous avez fait 10 ans plus tôt. Alors bon, Paris, c'est peut-être là où vous prenez moins de risques, mais parfois j'ai quand même des idées de ville qui sont assez surprenantes. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque investissement doit avoir son propre objectif. Si vous voulez faire de l'investissement pour créer un effet de levier et créer des rentes, bah dans ces cas-là, il faut un petit peu décorréler l'aspect émotionnel de l'aspect financier. Si vous voulez vous acheter un pied-à-terre à Paris, bah très bien, vous achetez un pied-à-terre à Paris, vous savez que vous n'aurez pas une rentabilité qui sera équivalente à celle d'un bien au Havre, par exemple, mais au moins vous êtes clair avec ça. Souvent, je vois les obstacles que vous avez, c'est quand vous cherchez à faire avec une opportunité plusieurs types d'investissements. Que ce soit, bah, j'aimerais de la rentabilité, avoir un investissement financier, et en plus que ça serve à mon enfant quand il fera ses études, et en plus en profiter l'été 2 semaines par an. Donc ça, en général, c'est le mouton à 5 ou 8 pattes même qui vous
qui vous bloquera entre guillemets dans votre projet. Pour le LMNP, pour revenir sur la question de Baptiste, le LMNP, donc ça veut dire loueur meublé non professionnel, c'est un statut fiscal qui vous permet d'acheter en nom propre le bien et qui vous permet d'amortir la valeur du bien de votre base imposable. C'est-à-dire que vous avez une base imposable de 100, par exemple, enfin, vous avez des revenus locatifs de 100, vous allez déduire de ces revenus locatifs tout ce qui vous sert à exploiter ce bien, c'est-à-dire les charges de copropriété, la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, par exemple, vous allez arriver, on va dire, à 70. Et à partir de ces 70, vous allez déduire aussi l'amortissement du bien. L'amortissement, c'est quoi? C'est l'amortissement d'un actif. On parle d'une règle comptable assez basique. C'est que vous allez amortir les murs sur 50 ans, vous allez amortir la toiture sur 30 ans, vous allez amortir les meubles sur 7 ans. Au milieu, vous avez plein de règles d'amortissement, et ce qui va ramener ces 70 à zéro. Donc vous allez payer zéro, enfin vous allez payer de l'impôt sur zéro, donc zéro impôt. Donc c'est ça le principe du LMNP. À la revente, ce qui a changé au 1er janvier 2025, c'est que cet amortissement est réintégré dans le calcul de la plus-value. Donc en théorie, vous payez plus de plus-value. Après, on reste sur des investissements long terme. Il faut savoir qu'en France, l'impôt sur la plus-value est dégressif et arrive à zéro au bout de 30 ans. Donc même si vous, au bout de 30 ans, même si vous réintégrez ces amortissements, vous payerez zéro impôt à la sortie. Donc vous payez pas d'impôt ou très peu pendant l'exploitation et pas à la sortie. Donc c'est pour ça que c'est un régime qui est très intéressant quand vous êtes expatrié, mais aussi quand vous rentrez en France. Et c'est ça aussi l'avantage, c'est que si par exemple vous avez le projet de rentrer dans 3 5 ans en France, bah, le fait de rentrer en France ne cassera pas vos règles d'amortissement et vous payerez toujours zéro impôt sur ce bien, bien entendu, pas sur vos revenus, sur vos impôts sur le revenu. Euh, donc, euh, donc voilà, sur les honoraires, Emma, on va y revenir, ça sera marqué juste sur la slide suivante, je pense. Alors là, Donc on ça, a c'est les sur les opportunités qu'Isabelle vous présente, qui sont sur le marché, voilà, qui viennent qui tout sont toutes juste fraîches. de rentrer exactement et on a mis différents biens sur différentes villes. Donc là, on vous en présente cinq. Si vous souhaitez plus d'informations, bah, vous pourrez rapidement prendre contact avec nous. Alors, on a évoqué la ville du Havre tout à l'heure comme étant une ville où effectivement il peut y avoir des vraies stratégies d'investissement. Donc, typiquement, là, on a un appartement T1 de 25 mètres carrés qui est une belle surface pour un studio. On est dans un quartier qui est très bien situé dans une rue très, très calme entre le centre-ville et proche des universités. Donc, là, on est forcément à destination des étudiants ou d'un jeune actif. Et on est sur un bien, on parlait d'un ticket d'entrée tout à l'heure. Là, on est sur un investissement total, donc frais d'acquisition tous les frais d'acquisition compris, avec également un ameublement qu'on a prévu pour 8 000 euros pour ce bien, pour le meubler et le mettre justement en statut LMNP, avec quelques travaux à intégrer pour bah, faire en sorte que cet appartement soit beaucoup plus contemporain et sympa. Avec, voilà, donc là, on a une rentabilité à 7,24. Donc, on voit qu'on peut avoir des rentas qui sont très intéressantes avec très peu d'épargne à mettre chaque mois pour pouvoir financer ce bien. Donc, un petit bien très stratégique qui peut faire partie d'un premier investissement dans le cadre de la constitution de ce patrimoine. Ça, c'est un effort d'épargne annuel à mettre. Donc, on parle d'une vingtaine d'euros par an. Pour répondre à la question d'Emma, je crois, sur ce type de projet, nos honoraires seront de 9 600 euros de TTC. Donc, il y a un minimum de 9 600 euros. Et ensuite, c'est un pourcentage du bien qui est de 7,2% de la valeur du bien. Et bien sûr, tous ces chiffres, et notamment de rentabilité comme de coût total, incluent ces honoraires, incluent également les honoraires de notaire, les travaux et l'ameublement. Donc, c'est vraiment tout compris. Et quand vous voyez ce type de rentabilité, nous, on a toujours été du côté acheteur, donc on a toujours mis en perspective tous les chiffres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi 2 semaines de vacances locatives qui sont inclus dans cette rentabilité. Donc, on calcule les loyers que sur 11,5 mois et pas sur 12, ce qui est assez rare dans le milieu. Et on met en perspective tous les chiffres, c'est-à-dire d'acquisition que je viens de mentionner, et dans la rentabilité nette. Donc, si on prend en charge tous les coûts opérationnels jusqu'à la CFE, jusqu'aux assurances, etc. Mm. Exactement, et les charges financières également. Donc là, on passe à Mulhouse. Donc là, on a des prix de vente qui sont moins élevés au mètre carré, comme on le voyait tout à l'heure. Par exemple, là, on a un bien, un appartement T3, en fait, qui est traversant de quasiment 70 mètres carrés dans une résidence
hyper tranquille, à une copropriété qui est très résidentielle. On a un bon DPE parce que là, on est en DPE D, donc il n'y a rien à faire dans cet appartement, absolument aucun travaux. Et donc, qui est aujourd'hui occupé par des propriétaires et qui souhaitent le vendre parce qu'ils veulent investir, acheter un bien un peu plus grand. Donc là, on est sur un investissement total avec l'intégralité des frais, comme le disait William, pour un peu plus de 100 000 euros et une rentabilité à hauteur de 8,16%. Donc avec un cash flow qui est à l'équilibre sur ce bien. Donc, on voit que on peut investir dans des biens avec des budgets, des tickets d'entrée entre 80 et 100 000 euros. On peut aller chercher des rentabilités qui sont intéressantes. Donc typiquement, ce T3 fait partie des biens assez rares en très bon état qu'on a actuellement à Mulhouse, là qu'on vient tout juste de rentrer. Donc on passe là sur Marseille. Donc on a ce bien qui est rentré hier soir, qui est un appartement T2, donc quartier des Chartreux, donc un quartier qui est authentique, avec beaucoup de commerce à proximité, une vie très très riche. Avec aussi beaucoup de personnes qui cherchent à se loger dans ce quartier. Là, la particularité de cet appartement, c'est qu'il est déjà loué par une maman qui vit avec sa fille. Donc, assurément, pas de travaux à réaliser. Un bien qui est loué dès que vous en êtes propriétaire et qui offre une rentabilité à hauteur de 6,34. Donc, c'est un bel investissement. L'appartement est bien aménagé et puis surtout avec un locataire de qualité. Donc là, on est sur un investissement global pour 118 000 euros, donc au cœur de Marseille et un investissement totalement sécurisé immédiatement. On passe sur la ville de Nice. Là, on est davantage sur des investissements patrimoniaux. Mais là, on a une très belle opportunité. C'est assez rare qu'on ait des rentabilités au-dessus de 5, enfin, qui s'approchent de 6. Donc là, on a une rentabilité à hauteur de 5,66 pour c'est un très beau T3 qui fait 65 mètres carrés dans le quartier de Libération. Pour ceux qui connaissent Nice, c'est un quartier où on a qui est très central, qui est un quartier qui monte depuis déjà quelques années. On trouve un marché qui est juste magnifique. On a tous les transports à proximité. Et là, on a un immeuble qui a été totalement rénové avec un ravalement qui est récent et un appartement qui est juste magnifique, très bien décoré, qui est occupé aujourd'hui par ses propriétaires également et qui le mettent à la vente dans le cadre d'un autre projet. Donc là, un investissement total pour 353 000 euros, pas de travaux à réaliser. Et là, une très forte demande parce que là, on peut aller chercher des locataires très qualitatifs, voire des étrangers ou des jeunes actifs. Pour des loyers qui sont importants. On n'a pas de plafond de loyer sur Nice. Donc, la possibilité de le mettre à la location immédiatement et de façon très sécurisée dans un quartier qui est juste top et fortement demandé. Pour ceux qui connaissent, on est au pied de Cimier, c'est vraiment du bon côté de Libération pour avoir grandi dans ce quartier. On est juste derrière la gare aussi, mais du bon côté. Et on a une tension locative maintenant à Nice qui est juste qui est incroyable. Et pour un ordre d'idée, il n'y a eu que 3500 logements mis en location cet été à Nice sur la longue durée. Sur une ville de 500 000 habitants, c'est rien du tout. Et enfin, on parlait d'immeubles de rendement tout à l'heure. Donc là, on est sur un immeuble de rendement donc, qui est sur un budget un peu plus important. On disait qu'on avait quelquefois des immeubles de rendement à partir de 250 000. Là, on a vraiment aussi une très belle opportunité à saisir qui est dans le centre de Mulhouse. Donc bien placé, où c'est un immeuble aujourd'hui où on trouve trois logements, donc il y a sur trois étages. Et là, on propose en fait de diviser chaque plateau en deux logements sur des typologies T2, T3. La particularité, c'est que cet immeuble bénéficie d'un foncier assez grand avec une cour à l'arrière où on trouve sept garages qui sont fermés. Donc, on a à minima un garage par logement. Donc, dans ce projet global à 455 000 euros, on a une enveloppe travaux qui est déjà prévue à 160 000 euros de façon à refaire l'intégralité des appartements neufs
et pouvoir offrir enfin voilà des typologies qui se louent immédiatement en fait sur Mulhouse. Là, on a une rentabilité qui est au-dessus de 9%, avec un cash flow qui est positif, qu'on peut décider de mettre à la location soit en meublé, soit en nu, ou alors avec une location mixte sur cet immeuble. Là, enfin voilà, ça fait partie des biens qui vont rester très peu longtemps sur le marché parce que belle renta, beau projet, bien placé, avec la sécurité de mettre à la location Il y a une question immédiatement. d'Alice qui est super intéressante. Pardon. Vas-y, Il y a une vas-y. question d'Alice qui est intéressante, c'est comment on peut avoir une rentabilité de 4% et un cash flow négatif. En fait, le cash flow intègre le remboursement du capital dedans. C'est-à-dire que votre rentabilité, elle est calculée sur les loyers que vous allez percevoir face à un capital total qui était investi. D'où les 4% ou dans le cas de Mulhouse, 9%. Je parle de cette rentabilité. À Nice, par exemple, les loyers vont couvrir les intérêts d'emprunt, vont couvrir toutes les charges, mais quand vous allez intégrer aussi le remboursement du capital dedans, vous allez arriver à un cash flow qui est légèrement négatif. Là, on parle d'environ 200 euros par mois. Entre guillemets seulement, c'est pas non plus un effort d'épargne qui est très grand. Donc c'est comme ça qu'on peut se retrouver à avoir une rentabilité nette à 4,34 et à avoir un cash flow qui est négatif. C'est une moyenne sur les 10 premières années. En fait, le chiffre clé, et après, enfin, c'est pas trop le sujet du webinaire, mais c'est de calculer ce TRI, le taux de rendement interne, qui en fait vous permet de bien pouvoir comparer le cash investi. Donc, si je reprends mon exemple tout à l'heure sur un projet à 200 000 euros, les 50 000 euros investis, ou même que les 30 000 dans le projet si vous faites du nantissement, comment ça va travailler? Donc voilà. Donc, en fait, c'est ça le vrai rendement qu'il faudrait mettre en perspective, mais qui est trop peu connu des investisseurs. C'est celui-ci. C'est le TRI. En anglais, c'est AIRR. Et donc, vous voyez, à Mulhouse, on arrive sur des rendements, des taux de rendement internes qui sont très, très intéressants et qui battent largement la bourse. Et tout ça, c'est grâce notamment à l'effet de levier. Bon, voilà pour répondre à la question d'Alice sur le sujet. Alors, comment passer à l'action? Alors, vous pouvez rapidement prendre contact avec nous ou nous envoyer un message. On va vous laisser nos coordonnées sur la présentation qui va vous être envoyée par Inès. Il faut savoir que nos mandats sont des mandats simples, non exclusifs également, les mandats de recherche. Et qu'en fait, on vous propose de faire un point avec vous, de connaître quels sont vos objectifs, les secteurs où vous souhaitez également investir, mais on peut également vous faire part de notre expérience afin de vous orienter au mieux dans votre recherche et dans votre stratégie. Et suite à ça, donc, il y a un mandat de recherche qui est tout simplement mis en place. Et une fois qu'il est signé, on peut vous envoyer des offres qui sont ciblées, qui correspondent à vos objectifs. Donc, c'est hyper simple de pouvoir accéder aux biens que l'on peut vous proposer et qui seront totalement personnels par rapport à vos objectifs ciblés. Et voilà, dans la présentation que vous allez recevoir, vous allez avoir nos coordonnées complètes, donc, ainsi que les miennes et celles de William. On vous a mis un QR code que vous pouvez scanner qui vous permet en fait d'arriver directement sur l'agenda pour prendre un rendez-vous rapide afin de pouvoir faire connaissance et parler de votre projet. Ou sinon, vous pouvez tout simplement aussi nous envoyer un email. Bien évidemment, on est joignable également sur WhatsApp pour plus de rapidité et facilité également. Donc, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que on vous accompagnera. Merci à tous. Et je crois que Inès, vous souhaitiez dire le mot de la fin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à continuer à les poser dans le chat, on répondra après. Non, non, merci, merci Isabelle, merci William, c'était très intéressant. Heureuse que tout le monde ait eu le temps et l'opportunité de poser quelques questions. Je vous enverrai le recording ainsi que la présentation et Isabelle et William prendront contact avec vous dans les jours à venir, j'imagine. Tout à fait. Merci beaucoup, Inès. Et puis, merci pour votre participation aujourd'hui. Au plaisir, voilà, de vous accompagner dans vos projets. Merci à tous. Merci à Je laisse tous. le chat ouvert peut-être si les gens ont quelques questions.